Ravie de vous retrouver dans la salle Henri Poincaré pour l'une des c'est l'avant-dernière conférence d'ailleurs de cette journée, de la première édition du Paris-Saclay Summit. Alors, si l'enjeu de décarbonation est crucial, bien évidemment, pour de nombreuses industries, l'hydrogène semble la solution miracle. Le seul problème, et non des moindres, l'hydrogène est difficile à saisir. Il faut, pour l'hydrogène terrestre, extraire l'eau, et l'électrolyse est bien souvent extrêmement énergivore. Qui plus est, l'hydrogène est aussi dans le viseur de nombreuses ONG qui voient dans son exploitation dans les pays du Sud un manque à gagner pour les populations locales. Alors, la révolution hydrogène va-t-elle faire pchit? Pour en débattre, Laurent Catoire, directeur de l'unité chimie et procédés UCP ENSTA Paris Institut Polytechnique de Paris, Bertrand Charmaison, directeur de l'Institut de technico-économie des systèmes énergétiques, Université Paris-Saclay, et Géraldine Vossner, journaliste au Point. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que les gouvernements la présentent comme le Graal, la molécule miraculeuse qui permettra de faire rouler nos voitures, de faire voler nos avions, tourner nos usines, chauffer nos bâtiments en n'émettant rien d'autre que de la vapeur d'eau. Le rêve. L'hydrogène, on le connaît depuis des années, il fait donc cet incroyable retour en force avec des investissements publics proprement vertigineux. L'Europe prévoit d'investir 430 milliards d'euros d'ici 2050 pour porter la part d'hydrogène à 20% de son mix. Alors, avant d'aborder la faisabilité, le caractère réaliste ou un peu mythique de ces éléments, Laurent Catoire, j'aimerais qu'on pose ensemble le décor pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. L'hydrogène, ou plutôt d'ailleurs dihydrogène, H2, qu'est-ce que c'est ? Le H2, c'est une molécule donc de petite taille, de très petite taille, et donc qui associe deux atomes d'hydrogène par une liaison covalente. Donc dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire la température ambiante et la pression atmosphérique, c'est un gaz. Donc c'est un gaz qui, du fait de sa petite taille, peut diffuser très rapidement dans l'atmosphère, s'il y a un rejet d'hydrogène par exemple. C'est invisible et inodore. Voilà. Donc, de ce fait-là, cette molécule a une densité volumique qui est plutôt faible, c'est-à-dire en fait que, par exemple, 1 kg d'hydrogène, donc gazeux, de dihydrogène, va occuper 11 mètres cubes. Voilà. Par comparaison avec d'autres... Eh bien, ça implique en fait que pour stocker sous forme gazeuse cet hydrogène, il faudra le stocker sous pression. Voilà. Il faut le compresser. Oui, c'est ça. Donc à 200 bars, 300 bars, jusqu'à 700 bars à l'heure actuelle. Et ce faisant, on peut, dans ces conditions-là, embarquer une masse suffisante de dihydrogène pour des applications pour des bâtiments, des navires, des avions, etc. etc. Pour l'équivalent énergétique, je sais pas, d'un litre de pétrole, faut quel volume d'hydrogène ? Il faut un volume assez conséquent. La densité volumique, elle n'est pas très bonne, comme j'ai dit. Par contre, la densité énergétique, elle est très bonne. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un inconvénient et un avantage. Et les deux combinés font que on peut espérer, de ce que j'ai dit, donc le stockage sous pression, alors des pressions élevées, avoir suffisamment d'énergie pour diverses applications. Comme par exemple, sous 350 bars, un poids lourd de 44 tonnes, il pourrait faire 4 ou 500 km. Si on fait un stockage gazeux donc à 700 bars, le même poids lourd, il pourrait faire 800-900 km. Ceci dit, on y viendra peut-être après, il n'y a pas que le stockage gazeux. Il y a le stockage liquide. Voilà, le stockage cryogénique. Ouais. Et puis il y a d'autres formes aussi de stockage de l'hydrogène. Donc là, il doit être porté à une température très basse. Voilà, une température très 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 basse pour le liquéfier. Combien ? Environ moins 250 degrés Celsius. Moins 250 degrés. Donc ça prend de l'énergie tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais l'avantage, ce coup-ci, nonobstant l'inconvénient d'avoir à le porter à de très basses températures, c'est que sous forme liquide, le problème de densité volumique est, disons, résolu. Exactement. Puisqu'on retombe avec un liquide et donc des choses qui permettent des stockages sur des volumes raisonnables. Alors, différentes manières de la produire, cette molécule, elle est présente partout sur la planète, mais... En fait, non, elle est, disons, dans l'atmosphère terrestre en tant que telle, le dihydrogène
et en très 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 faible quantité. Non, il est associé. Donc voilà. Voilà. Il est... Donc par contre, sous forme combinée, on le trouve dans effectivement un tas de molécules. Notamment le méthane l'eau. et l'eau. Voilà. Aujourd'hui, on le produit essentiellement en craquant une molécule de méthane. Oui, en utilisant donc ce qu'on appelle le vaporéformage donc, du méthane, une technologie qu'on connaît sous le sigle SMR, pour Steam Methane Reforming, et donc qui consiste effectivement à convertir, alors je ne rentre pas dans les détails, le méthane en hydrogène, avec l'inconvénient que c'est que si vous partez du gaz naturel, en fait, vous faites un rejet de CO2 antérieur à l'obtention du H2, ce qui fait que si vous utilisez du H2 obtenu de cette manière-là, en fait, ça n'empêche pas d'avoir rejeté le CO2 auparavant. Oui, donc on ne va pas se mentir, aujourd'hui, c'est plus de 99% de l'hydrogène mondial, oui. Il est produit comme ça. C'est très polluant. Oui, un chiffre de cet ordre-là, oui. Donc, en fait, aujourd'hui, si on considère cette technologie-là, l'hydrogène n'a pas d'intérêt par rapport à la thématique du réchauffement climatique. Alors, il existe des technologies propres. Alors, propre, disons selon plus propre. C'est toujours, enfin, il y a toujours des débats sur cet aspect-là des choses. En fait, il y a effectivement moyen d'obtenir de l'hydrogène de manière, disons, plus verte, pour obtenir soit ce qu'on pourrait appeler de l'hydrogène vert, soit de l'hydrogène décarboné, soit de l'hydrogène bas carbone, c'est peut-être plus juste de l'appeler bas carbone d'ailleurs, et donc par exemple par électrolyse, donc de l'eau liquide, donc là ce sont des procédés électrolytiques basse température, et puis il y a aussi, donc ça c'est un procédé mature qui est déjà mis en œuvre industriellement par Air Liquide par exemple, et d'autres, hein. Et sinon il y a aussi d'autres modalités qui sont plus à l'étude en ce moment, donc comme par exemple l'électrolyse haute température, dans laquelle on met en œuvre plutôt de l'eau gazeuse ou vapeur, si vous voulez, pour donc obtenir de l'hydrogène par électrolyse. Qu'est-ce qui est mature ? C'est plutôt la partie électrolyse basse température. D'accord. Qui est déjà industriellement, travaillée. En particulier, j'ai cité Air Liquide, mais j'ai dit que ce n'était pas les seuls. Oui, il y en a d'autres. Oui. Donc, cet hydrogène, si je comprends bien, une fois qu'on l'a, on peut le stocker dans une pile ou l'utiliser en combustion. Et vos travaux portent plus particulièrement oui, nous, on travaille plus sur l'aspect combustion, mais l'aspect fuel cells ou pile à combustible, PAC, est aussi intéressant. Après, tout dépend de l'application qui est envisagée. Il y a des études qui sont menées à divers niveaux pour tous ces aspects-là. Donc moi, personnellement, je pense que c'est ni la combustion ni la PAC qui vont s'imposer, mais les uns et les autres en fonction de ce qu'on fait. En fonction des usages. Parce que justement, dans un contexte de décarbonation nécessaire, et notamment de l'industrie lourde, de procédés qui ont besoin de monter en température très haute, que l'électricité ne peut pas permettre, il a un intérêt quand même, l'hydrogène. Par exemple, quels usages ? Eh ben, par exemple, si on prend les industries, disons, les plus polluantes, comme par exemple la verrerie, les cimenteries, les aciéries, donc ces industries-là peuvent avoir intérêt à essayer de substituer les énergies fossiles qu'ils utilisent actuellement par de l'hydrogène vert. Et d'ailleurs, dans l'industrie des verreries, ils développent la thématique du verre vert. Aujourd'hui, on le connaît, on disait depuis des décennies, cet hydrogène. Quels ont été les freins à son développement ? Essentiellement économiques, pratiques, sécuritaires ? Ah oui, alors son développement, disons, ça a commencé bien avant les années 60, mais disons pour les programmes spatiaux français, Air Liquide s'est lancé dans l'hydrogène, puisque dans le spatial, l'hydrogène, oxygène, liquide, les deux, sont utilisés déjà depuis... pour la propulsion des fusées. Oui, les lanceurs, Ariane, voilà. Donc il y a, cette historique-là, donc qui fait que l'hydrogène, en fait, est utilisé pour des applications propulsion, déjà donc depuis 60 ans, disons, pour faire simple. Mais auparavant, il y a déjà eu des essais avec l'hydrogène. Il y a des avions plutôt militaires qui ont volé dans les années 30, les années 50, etc. Donc il y a déjà eu un intérêt pour l'hydrogène par le passé. Et puis, on s'intéresse aussi à l'hydrogène pour tout un tas d'autres applications qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec la propulsion. Mais il y avait toujours moins cher, moins compliqué. Voilà, c'est ça. Les énergies fossiles sont toujours moins chères que tout, en fait. Et même si on considère le procédé SMR dont j'ai parlé tout à l'heure, l'hydrogène produit à partir d'énergies fossiles actuellement
est moins cher que l'hydrogène qu'on obtient par électrolyse de l'eau. Monsieur Charmaison, je me tourne vers vous. La production propre aujourd'hui, on l'a dit, elle pèse quasiment rien. Alors j'ai regardé les capacités d'électrolyse installées. Aujourd'hui, c'est 0,3 gigawatts. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2050, pour réaliser nos plans, il faudrait 5000 gigawatts. Donc là, je veux dire, là, on répond tout de suite à la question, c'est un pchit complet. Alors, le point d'entrée, c'est effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure. À un moment, et ce qui n'est pas si vieux, on s'est dit, l'hydrogène, c'est la solution miracle finalement. C'est ce stockage d'énergie renouvelable qu'on cherche. On va avoir des renouvelables, du solaire, de l'éolien, et puis on sait que c'est intermittent. Et donc, ce qui va faire le tampon, c'est l'hydrogène. Donc, quand on fait des plans un petit peu de se dire comment en 2050, à quoi pourrait ressembler le monde, on tire les tendances telles qu'elles sont, on fait des projections, et puis tout ce qui manque, hop, c'était l'hydrogène. Donc ça, c'est un petit peu comme ça qu'on voit cette bulle hydrogène, ce hype de l'hydrogène qui arrive avec effectivement des chiffres assez faramineux. Si on prend par exemple le net zéro 2050 de l'AIE, c'est un rapport de 2021. En 2030, il faudrait 850 gigawatts d'électrolyseurs installés en 2030. Oui, mais où donc, 850 dans le monde. Dans le monde, dans le d'accord. monde. Donc 850 gigawatts d'électrolyseurs installés dans le monde en 2030. On va dire que c'est un défi. Ouais, c'est multiplié par 800 ce qu'on a aujourd'hui. Oui, voilà. Donc en fait, là, on peut se dire, voilà, l'hydrogène à fifth sheet. En fait, c'est un petit peu trop rapide parce que, ok, l'hydrogène, c'est pas la solution miracle, mais on pense que c'est quand même une partie de la solution. Voilà. Donc c'est pas. Donc l'hydrogène, vous en avez parlé tout à l'heure, pour décarboner certains secteurs industriels où aujourd'hui on ne voit pas aujourd'hui comment on peut faire autrement pour les décarboner. Donc vous en avez mentionné quelques-uns. Il y a aussi un autre élément qui est extrêmement important, c'est que l'hydrogène peut être recombiné avec du CO2, qui aujourd'hui est vu comme un problème et qui peut aussi être vu comme une ressource dans une logique d'économie circulaire du carbone pour fabriquer ce qu'on a des molécules de synthèse, qui peuvent être du méthanol de synthèse, du méthane de synthèse, et ce dont on parle de plus en plus, c'est des e-fuels, donc refaire des chaînes carbonées longues à partir d'hydrogène en le recombinant avec du CO2. Et ça, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de l'avion à hydrogène. L'autre alternative, c'est d'imaginer, de garder en fait l'infrastructure, les avions tels qu'ils sont aujourd'hui, et de mettre des e-fuels, ce qui fait que le bilan, quand on aura une approche vraiment globale, le bilan des émissions sera correct, il ne sera pas nul évidemment, mais il sera correct. Donc, pour voir la logique d'économie circulaire, pour qu'on comprenne bien, ce serait par exemple avec une technologie de captation du carbone. Voilà, on peut utiliser par exemple une technologie de captation du carbone. Il y a des aspects, il y a des technologies qui sont en train d'être développées où on peut imaginer de récupérer du carbone qui est présent dans la biomasse, de le recombiner avec cet hydrogène. Alors bien sûr, il faut que ce soit l'hydrogène propre, de l'hydrogène bas carbone, donc on les recombine et on recrée des chaînes carbonées longues qui auront les mêmes propriétés que le kérosène aujourd'hui. Donc c'est vraiment être capable de recréer ces molécules, et quand on fait le bilan global, bien sûr, quand elles vont être brûlées dans l'avion, elles vont émettre du CO2, mais comme ce CO2 lui-même venait de la biomasse ou a été capté dans l'atmosphère, on va considérer que c'est neutre. C'est neutre, modulo bien sûr des effets de rendement. Il y a pas c'est pas zéro, mais en tout cas, on peut aller comme ça pour décarboner l'aviation, pour décarboner le transport maritime lourd, qui sont aujourd'hui des secteurs qui sont extrêmement difficiles. Il y a un autre point, c'est qu'on parle beaucoup d'hydrogène comme pour la décarbonation, mais il y a ces e-fuels, c'est quand même, ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes. Par exemple, moi quand j'étais petit, on me disait en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On pourrait demain, dans 5 ans, dans 10 ans, créer du pétrole, et donc en France on aurait des idées, des technologies, et on fabriquerait notre pétrole. Donc ça ouvre aussi des perspectives en termes de souveraineté qui sont extrêmement intéressantes. Détaillez un peu. L'électricité, elle est produite localement. Aujourd'hui, elle est produite en France. Tout ce qui est énergie fossile, le pétrole et le gaz, on est complètement dépendant d'importation. Si on se projette et qu'on utilise cette électricité en France, qu'on utilise également du CO2, on a des réserves de CO2, on a des réserves de biomasse, on peut en France
créer du pétrole, fabriquer du pétrole. Donc ça serait du pétrole made in France. Donc en termes de souveraineté, c'est un peu plus puissant que le slip français quand même. Enfin, on peut arriver à faire du pétrole made in France. On peut vraiment l'imaginer. Oui, on l'imagine. Bon, et les quel est le les degré technologies sont quand même. Enfin, alors tout à l'heure on a dit on que en j'étais est à où de Saclay. ces technologies-là, Moi je suis au justement CEA en fait, mais on Ouais. travaille vraiment sur ces technologies. On Aujourd'hui, travaille, pour ouais. l'instant, c'est encore de la recherche fondamentale. Non, c'est pas de la recherche fondamentale. Là, on est vraiment ces technologies. Par exemple, on utilise des procédés comme le procédé Fischer-Tropsch, qui a été développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment des choses qui sont pas à l'échelle au niveau industriel, mais qui sont matures. Enfin, c'est des technologies matures pour Mature. l'essentiel. Donc, la question, c'est pas, on n'est pas dans la recherche fondamentale. On est dans la question de l'industrialisation et du passage à l'échelle. Donc on est dans la recherche, Monsieur Catoire, d'un modèle économique finalement. Est-ce que En fait, ça rejoint exactement ce que disait M. Charmaison. En fait, on a toutes les briques pour arriver à être autonome énergétiquement, plus qu'aujourd'hui. Et en fait, pour ce faire, en fait, je pense qu'il faudra passer par un panachage. Donc on a parlé des e-fuels, on a parlé de l'hydrogène. Et juste pour rebondir un peu sur ce qu'a dit M. Charmaison, en fait, j'ai parlé tout à l'heure du procédé SMR en disant qu'à l'heure actuelle, ça produisait de les l'hydrogène. small modular reactors non, Non. ah non, c'est autre chose Steam là. methane, hein, Oui, Oui, c'est pardon. le vaporéformage Oui. du méthane. Donc, classiquement, aujourd'hui, c'est avec le gaz naturel. C'est, chimiquement parlant, globalement, pas à 100%, mais du méthane. Et en fait, il y a des industriels qui développent des technologies, comme Engie, par exemple, ce qu'on appelle les gaz renouvelables, donc qui est de faire du méthane aussi, à partir, par exemple, de la biomasse. Et à ce compte-là, vous pouvez toujours mettre en œuvre votre procédé SMR, mais avec du méthane vert, en fait. Et donc, cette fois-ci, l'hydrogène est vert. Donc, le procédé SMR, il est maîtrisé. Le Fischer-Tropsch, il est maîtrisé. Les propriétés physico-chimiques de l'hydrogène, ses propriétés de combustion, si on parle de combustion, ses propriétés au niveau de l'électrolyse, tout ça, c'est connu. Donc, en fait, on n'a plus qu'à, effectivement... Il n'y a plus qu'à, Voilà. j'imagine c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a une petite question financière derrière Ah ouais, et un de modèle peu, ouais. économique. Voilà. Donc c'est un peu là qu'est l'enjeu. On a des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. Vous les avez, On va y revenir, d'ailleurs, vous les ouais. avez mentionnés. Au niveau européen, on a un objectif de 20 millions de tonnes. Ah, j'allais le dire. Donc Ouais. voilà, production de 20 millions de tonnes en Europe en 2030, Alors, donc c'est dans 6 ans. Voilà. 10 produites localement et 10 millions de tonnes importées, Tout à avec fait. les difficultés qu'on a évoquées avec vous, de liquéfaction, de transport de cette masse. C'est Voilà, crédible donc ça c'est les objectifs. Alors nous, au CEA, on vient de faire un gros travail véritablement pour confronter ces objectifs qui sont en fait des objectifs nécessaires pour atteindre... Pour faire quoi ? Pour décarboner, on en a parlé, et aussi pour supporter la réindustrialisation. Donc si on veut à la fois décarboner et réindustrialiser, les 20 millions de tonnes, c'est vraiment ce dont l'Europe a besoin. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de se dire... Partons de la base, essayons de voir ce qui se passe véritablement. Allons voir des industriels, allons voir toutes les parties prenantes pour voir aujourd'hui quels projets concrètement vont sortir, pourraient sortir, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Ça, c'est un gros travail dont on va publier les résultats d'ici à la mi-mars. On a vu plus de 70 industriels, ça représente plusieurs centaines de sites en Europe qui pourraient consommer de l'hydrogène, qui en consomment déjà aujourd'hui pour certains, qui pourraient basculer vers l'hydrogène bas carbone, ou qui aujourd'hui n'en consomment pas et qui pourraient en consommer demain, ou d'aller voir, par exemple, des transporteurs aériens, voir un petit peu comment eux voient la chose. Et quand on fait le bilan, quand on part de cette approche et qu'on recroise ce qui est vraiment en train d'arriver au niveau européen, alors on n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais on pense avoir quand même une vision assez bonne, en fait on voit qu'il y a un écart très conséquent entre les objectifs et ce qui est en train d'arriver. Et en fait, ça arrive, mais ça arrive plus tardivement. Vous voulez dire qu'on va peut-être pas donner de chiffres si vous publiez bientôt, Ouais. mais les besoins réels, en tout cas exprimés par les industriels, seraient bien moindres que ceux anticipés. Significativement inférieur, très significativement inférieur. Et ce qu'on trouve là, au titre de cette étude, c'est on n'est pas les seuls à aller dans ce sens-là. Il y a une publication récente de l'AIE qui regarde en fait l'Agence internationale de l'énergie, qui a regardé en fait tous les projets au niveau mondial. Il y a énormément de projets, mais sur ces projets aujourd'hui, il n'y en a que 4% qui ont pris une décision finale d'investissement.
on voit que l'AIE dit que pour atteindre les objectifs de son net zéro, il faudrait une augmentation des investissements. Alors les investissements au niveau mondial, c'est 600 millions de dollars dans les électrolyseurs en 2022. Donc l'hydrogène, on en parle, c'est énorme, on pense que c'est des milliards, on voit des milliards dans des plans, mais en 2022, au niveau mondial, c'est 600 millions de dollars qui ont été investis dans des électrolyseurs. Donc pour tenir le rythme, il faudrait augmenter ces investissements de 70% par an jusqu'en 2030. Donc voyez, on voit le gap qui est... Donc qu'est-ce qui coince en fait ce qui coince, ce que nous disent les personnes qu'on a rencontrées, qu'on a interviewées, avec qui on a échangé, on a quand même une question de mécanisme réglementaire. On a fait ce travail notamment début 2023 quand l'IRA aux États-Unis venait de sortir. L'IRA, c'est aussi beaucoup d'argent sur la table, mais c'est des mécanismes qui sont extrêmement simples. On a un gouvernement fédéral US qui donne le ton. En Europe, on a des superpositions de mécanismes européens, de mécanismes nationaux, qui sont différents d'un pays à un autre. Regardez le temps qu'il a fallu pour dire ce qu'allait être de l'hydrogène bas carbone. Est-ce que, quand l'électricité est produite à partir nucléaire, est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas? C'est d'ailleurs pas complètement fixé Voilà, encore. c'est un feuilleton à rebondissement. Donc, un industriel européen, il vit dans cette incertitude réglementaire. Ça, c'est un premier élément. Aux US, ça a l'air beaucoup plus simple. Ça, c'était un élément réglementaire, on s'y attendait. Ce qui nous a un peu plus surpris, c'est une question qui est vue au niveau d'un risque physique. On savait qu'on allait parler d'argent, on en reviendra après, mais sur l'aspect physique, ce que nous disent pas mal de parties prenantes, c'est aujourd'hui, ils ont un process qui fonctionne bien avec des énergies fossiles. Ils veulent réellement, ils ont vraiment les ambitions de se décarboner, mais ils doivent changer de process. Et s'ils vont sur l'hydrogène, ils vont devoir soit produire de l'hydrogène au niveau par exemple de leur usine, ce qui veut dire disposer d'électricité bas carbone. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'électricité bas carbone à un coût compétitif en France, mais aussi en Europe? Je vous rappelle, c'est vraiment un panorama européen qu'on a fait. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'électricité bas carbone? Est-ce qu'il y aura suffisamment de lignes à haute tension? Ça peut paraître, on se dit, bon, ça va de soi. Ben non, ça va pas de soi. Est-ce que j'aurai mes lignes à haute tension? Est-ce qu'elles arriveront suffisamment vite? Pour ceux qui se disent, en fait, je vais pas le faire, mais je vais l'acheter, je vais acheter de l'hydrogène tout fait. Est-ce qu'il y aura une infrastructure hydrogène pour le transporter? Pour le transporter jusqu'à mon usine, notamment en Europe centrale. Est-ce que je vais avoir une infrastructure? Il y a des visions d'importer... Il y a des projets de pipe déjà. Il y a des projets, mais il y a des projets de bateaux, il y a des projets de tout, mais il y a beaucoup de projets, mais il y a assez peu de concret en fait. Donc qu'est-ce que je vais avoir concrètement? Où est-ce que je vais pouvoir me sourcer? D'où viendra mon hydrogène? À quel prix? Donc il y a vraiment un risque physique qui est apparu. Est-ce que j'aurai une sécurité d'appro qui me permettra de continuer mon business? Puisque le business industriel, c'est de fabriquer un produit. L'hydrogène n'est qu'un moyen pour lui, c'est pas une fin. Et puis, il y a un dernier volet, évidemment, c'est le volet financier, sans surprise. Vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, les énergies fossiles sont plus attractives en termes de coûts. Alors, si on tient compte, aujourd'hui, il n'y a pas de taxe carbone, c'est les échanges de ce matin, mais malgré tout, il y a quand même des marchés du carbone qui sont très fluctuants, mais malgré tout, le signal qui est envoyé par ces marchés ne compense pas le gap. Mais il y a aussi énormément de volatilité. Le prix du carbone, ça bouge tous les jours. Le prix de l'électricité, ça bouge tous les jours. Les prix de l'électricité sont montés à 1 000 €. Comment est-ce qu'on sécurise un afflux d'électricité sur le long terme? À quel coût? Dans quelles conditions? Comment on sécurise les intrants? Comment on est sûr qu'on va rester compétitif face à quelqu'un qui est potentiellement un concurrent européen? Mais donc, le mécanisme va être différent parce qu'il est en Allemagne, parce qu'il est aux Pays-Bas, parce qu'il est en Espagne. Comment je suis sûr que finalement, ce qui va m'être proposé va être compétitif par rapport à ce qui va être proposé à quelqu'un d'autre? Et encore pire que ça, c'est comment je m'assure que si moi, je suis industriel, j'ai un produit, je suis sur un marché mondial, que ce produit que je fais en Europe, il va être compétitif avec ce qui va être fait aux États-Unis, dans le cadre de l'IRA. Est-ce que mon produit final est vraiment compétitif? Donc, en fait, il y a effectivement une question de montant financier, mais c'est surtout l'incertitude. Parce qu'on va le redire, c'est extrêmement énergivore, Laurent Catoire. On a besoin d'ordre de grandeur. Mais on m'avait expliqué, je voudrais vérifier ce chiffre avec vous, que pour faire tourner une aciérie, une seule, avec de l'hydrogène, ça prenait l'énergie d'un réacteur nucléaire. Un petit peu moins. C'est un peu moins, c'est quoi? On parle de quoi?
Enfin, c'est 120 000 tonnes à peu près, hein, de besoin de 120 000 tonnes d'hydrogène. Donc vous multipliez à peu près, vous avez besoin de 6 TWh d'élec à peu près. La moitié de la production d'un... Oui, c'est conséquent. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien, on est bien d'accord. Ouais. D'accord. Oui, mais alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ça se fait par étapes. En fait, vous voyez, par exemple, on parlait de l'Europe et de ses objectifs. Donc, M. Charmaison a présenté un chiffre où il fallait augmenter de 70% par an. Moi, j'en ai un autre qui me paraît, disons, moins effrayant. C'est-à-dire que l'Europe a un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990. Et à partir d'aujourd'hui, si vous voulez, ça suppose de réduire ses émissions de 3% par an. C'est-à-dire, en fait, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites par le passé. Et effectivement, les émissions de gaz à effet de serre diminuent tous les ans. En Europe. En Europe. Et donc, les objectifs fixés à ce niveau-là sont crédibles. Après, ce qui est sûr, c'est que vous en avez parlé, aussi bien vous, madame, que monsieur, c'est qu'il y a un aspect politique à la question, en plus de l'aspect économique. Et effectivement, avec les collègues allemands, c'est souvent un problème, dans le sens où, pour eux, nous, ce qu'on appellera au départ hydrogène vert, avec l'énergie nucléaire, par exemple, l'électricité nucléaire, pour eux, ça n'a rien de vert. C'est pour ça que maintenant, on l'appelle plutôt décarboné ou bas carbone. Et il y a quelques années, on avait présenté des travaux où, avec des collègues du CEA Cadarache, on essayait d'obtenir de l'hydrogène à partir de la biomasse, donc encore un autre aspect de recherche. Et c'était un congrès qui se tenait en Allemagne, à Hambourg, et en fait, on s'était fait incendier. En fait, les Allemands nous disaient « Oui, les Français, c'est toujours la même histoire, vous faites du verre avec du nucléaire. » D'accord. Mais justement, en parlant d'Europe, on constate qu'en fait, l'Europe n'a pas de stratégie. Les Pays-Bas veulent utiliser l'hydrogène, par exemple, parce que comme ils ont un grand réseau de gaz, ils se disent je vais le prendre pour chauffer les logements, etc. La France, pas du tout. C'est pas du tout l'idée. Donc, est-ce qu'on peut réussir un vrai développement sans stratégie européenne intégrée? Alors on sait qu'au niveau européen, la stratégie est nationale. Hein. Enfin, les prérogatives sont nationales, mais c'est extrême. Oui. Alors après, si on veut faire un pipe, il faudrait quand même qu'on se mette d'accord. Voilà. Après l'hydrogène dans les logements, je crois que tout le monde est un peu en train d'en revenir. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train quand même, par rapport au hype d'il y a 3-4 ans, on est quand même en train de recentrer les usages de l'hydrogène sur les usages qui sont vraiment les plus difficiles à décarboner. Donc l'industrie lourde, et puis la mobilité lourde et peut-être certaines formes de mobilité. Mais donc on se restreint, mais effectivement, enfin, c'est là on voit la différence entre le schéma IRA-États-Unis où on a un schéma global et puis après qui peut être renforcé par certains États, par certains dispositifs au niveau des États américains, versus le schéma européen, où en fait il y a des visions extrêmement différentes. On a parlé de l'enjeu du nucléaire, mais ce n'est pas le seul, sur notamment le développement d'une infrastructure. L'Allemagne veut voir des pipes à hydrogène qui remontent et qui traversent la France. La France a une vision du développement de l'hydrogène qui est plutôt sur des hubs et qui ne nécessite pas nécessairement cette grande infrastructure. Et puis ça pose des questions, c'est-à-dire que si effectivement la demande, elle se matérialise plus tard, si on fait des pipes aujourd'hui, ils vont être assez vides. Qui va payer pour les pipes? Enfin, notamment si c'est des pipes en France, qui paye pour les pipes si en tout cas pendant quelques années ils sont relativement vides. Enfin, il y a plein de questions de modèle économique et on voit que le cadre avec les nombres, il y a beaucoup trop d'incertitudes aujourd'hui et finalement ce que nous disent les industriels, c'est vraiment la meilleure décision aujourd'hui, c'est de pas décider. Et c'est ça qui est un petit peu dramatique par rapport aux objectifs qu'on a, que ce soit en termes de décarbonation et de réindustrialisation, c'est qu'en fait, on tergiverse. Alors, Marie l'a évoqué tout à l'heure en introduction, il y a aussi une question éthique qui se pose sur ce plan Repower EU qui veut importer 10 millions de tonnes d'hydrogène de pays étrangers. D'ailleurs, l'Allemagne a signé des contrats en cascade. Hein. Les contrats sont déjà signés avec le Chili, avec la Namibie, avec tout un tas de pays. Est-ce que ça risque de poser question ? Non rogatoire. À mon sens, oui, ça dépend comment on sera fait localement, enfin au Chili ou que sais-je, cet hydrogène. Si c'est pour importer de l'hydrogène qui a un bilan carbone pas avantageux. En théorie, il est fait sur des champs solaires ou éoliens. Dans ce cas-là, oui. Après, il faut voir le transport, comment il est effectué. Il y a tout un tas de paramètres et comment c'est organisé, si ces panneaux solaires, alors parce que je ne sais pas, au Chili ils ont des déserts, mais par exemple des panneaux solaires dans le désert,
ça marche pas vraiment en fait, puisque le sable dans les déserts il bouge, vous avez du vent, des gravillons, enfin du sable qui vient frapper les panneaux solaires, ainsi de suite. Donc ça dépend comment les choses sont conçues. Donc il ne suffit pas d'avoir du soleil pour pouvoir faire le travail, quoi. En plus des enjeux techniques et des enjeux environnementaux, il y a effectivement un enjeu éthique, parce que dans certains pays qui aujourd'hui ont des besoins en énergie qui sont croissants et qui souvent ont une énergie qui est très carbonée, se dire que finalement la décarbonation elle est faite pour exporter. Finalement, on exporte de l'électricité dans ce cas-là. Donc, au lieu d'électrifier, de répondre aux besoins locaux, on utilise cette électricité pour produire de l'hydrogène, lequel hydrogène, il sera exporté très loin pour aller dans des aciéries. Donc oui, il y a en plus de ces aspects techniques, des aspects économiques, parce que ces chaînes, elles ne sont pas non plus évidentes. Alors, il y a quand même cet aspect éthique. Ouais. Alors, comme vous êtes tous les deux chercheurs qui consacrez votre vie à travailler sur l'hydrogène, on peut quand même le dire, une partie. On ne va pas tuer le jeu. Quelle serait la première urgence pour l'un comme pour l'autre, pour remettre un peu de rationalité dans tout ça et utiliser, parce qu'on l'utilisera, vous le dites l'un et l'autre, oui. Pour remettre un peu de rationalité dans tout ça et prendre les bonnes décisions sur les bons axes. Enfin, à mon sens, au niveau français en tout cas, je pense que d'abord, pour faire quelque chose, plutôt que, vous parliez des Pays-Bas, tout ça, mais bon, on n'a pas autorité sur les Pays-Bas, donc ils font bien ce qu'ils veulent, entre guillemets. Au niveau français, en fait, il y a la stratégie nationale hydrogène qui a été lancé par le gouvernement précédent il y a 2-3 ans, donc où il y a beaucoup d'investissements financiers vers la recherche un petit peu en amont, comme nos laboratoires, vers d'autres appels à projets, en fait, avec des sommes assez conséquentes. Oui, qui est d'ailleurs assez pragmatique, ce plan. Hein. Ouais. Et dans le même temps, il y a une volonté française de relance du nucléaire. Et en fait, à mon sens, on a parlé de l'électrolyse basse température et haute température, sachant que sur la partie haute température, c'est de l'eau gazeuse, vapeur, qui sont produites par certains types de centrales nucléaires. En fait, on pourrait penser que la stratégie française pourrait conduire à combiner à la fois le nucléaire et l'hydrogène. Donc sur les centrales qui ont une tour aéroréfrigérée, on pourrait mettre un électrolyseur. Voilà, et donc il y a l'Agence internationale de l'énergie dont parlait M. Charmaison, donc, qui a un groupe de travail dont je fais partie qui s'appelle le Task 44, avec le projet qui s'appelle HYNE, donc HYNE pour Hydrogen from Nuclear Energy. Donc, où donc cette technologie un peu moins mature dont je parlais tout à l'heure est travaillée avec la perspective, mais ça a un sens au niveau français. Les Allemands, puisqu'ils ont abandonné le nucléaire, pour eux, ça n'a plus de sens en fait. Donc d'où leur volonté d'aller chercher de l'hydrogène. Monsieur Charmaison. Alors sur les aspects technologiques, clairement au CEA, on travaille beaucoup sur ces sujets-là de couplage. Plutôt avec des réacteurs, des SMR, des AMR, donc des réacteurs qui vont arriver, des petits réacteurs qui seraient, où on pourrait être associé à un électrolyseur, associé lui-même à une plateforme économique industrielle. Ouais. Donc ça, on a ces sujets techniques et pour amener des solutions, je dirais, à horizon de moyen terme. Moi, ce qui me semble très important, l'urgence, c'est vraiment de clarifier les cadres de soutien et les cadres économiques, parce qu'il faut que l'investissement se matérialise. Il faut arriver... Alors, c'est aussi un sujet de recherche en tant que tel, hein, les cadres économiques, puisque on a eu des cadres économiques qui fonctionnent très très bien pour développer les renouvelables. De facto, ça marche très bien. Et aujourd'hui, on voit que les cadres économiques qui sont pensés pour développer l'hydrogène, mais pas uniquement en Europe, en fait, on voit que ça fonctionne pas super bien. Donc nous, ça fait partie de notre travail de recherche, c'est de travailler sur des cadres économiques qui pourraient faire que ces investissements, parce que l'argent est là, il y a beaucoup d'argent qui est là, mais les décisions d'investissement ne se font pas, et c'est pas propre à l'Europe, c'est pas propre à la France, c'est vraiment ce que dit l'AIE, c'est 4% au niveau mondial. Donc quel cadre on peut donner pour que cet hydrogène émerge, pour que ces projets émergent et pour qu'on rattrape le gap et qu'on se rapproche de nos objectifs très rapidement. Merci beaucoup à tous les deux. On peut peut-être prendre quelques questions de la salle, s'il y en a. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre très intéressante présentation. J'ai pu participer il y a 2 ans, donc c'est entre la hype et maintenant, à peu près entre les deux, à une concertation entre GRT Gaz et RTE. Et donc c'était très intéressant parce que GRT Gaz nous expliquait qu'ils allaient rétrofiter
l'intégralité du réseau gazier français pour de l'hydrogène d'ici à 2030 et que la France deviendrait ce merveilleux hub qui accueillerait tout l'hydrogène de l'Afrique du Nord et au-delà pour alimenter l'Europe. Ça paraissait déjà un petit peu exagéré. Maintenant, avec la relance du nucléaire et ce que vous dites sur l'intérêt de coupler nucléaire, hydrogène, la difficulté de transporter l'hydrogène et finalement le fait qu'on ait un réseau électrique assez performant, est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'un réseau gazier si on décarbone? Le gaz, ça sera soit de la biomasse, soit de l'hydrogène. Est-ce qu'un réseau gaz redondant avec un réseau électrique fait encore du sens? Il passe encore du gaz dans le réseau gaz. Hein. Je pense que, faut avoir dans la décennie qui vient, on a besoin de gaz. Il y a le biogaz qui se développe. Donc, je vais pas répondre directement sur ce point-là. Le point, c'est que par contre, effectivement, la stratégie française aujourd'hui, c'est plus une vision autour de hub, c'est-à-dire pas forcément se dire que la production aura lieu chez l'industriel pour livrer l'industriel et qu'on aura des électrolyseurs partout qui seront alimentés par des lignes de tension, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est pas évident de tirer des lignes de tension, mais on est plutôt sur une vision de hub, de plaques, où on va avoir de la production d'hydrogène et à l'intérieur de ces plaques, il faudra sans doute distribuer. Mais c'est pas forcément effectivement réutiliser le réseau de gaz tel qu'il existe et tel qu'il est actuellement. En plus, le rétrofit, il semble que techniquement, il y a quand même deux, trois sujets quand même. Donc c'est peut-être pas si évident que ça, ce qui veut pas dire que c'est pas faisable, mais c'est surtout qu'on va peut-être aller vers une autre géographie. Donc on n'aura peut-être pas nécessairement besoin des mêmes réseaux et des mêmes empreintes. Oui, bonjour. Bonjour. Non, ça ne marche pas. Oui. Bonjour, Fabien Bouglet, auteur de livres Nucléaire, les vérités cachées et Guerre de l'énergie. J'ai 2 questions, si vous voulez bien, qui sont liées. Vous n'avez pas parlé d'hydrogène blanc. Non. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que je trouve que c'est une innovation intéressante, surtout avec l'émergence des nouvelles turbines. Là, on vient d'avoir l'annonce de turbines de 0 à 100% d'hydrogène. Rapidement, s'il vous plaît, il nous reste 3 minutes pour qu'il vous réponde. Qui peut être couplé au gaz. Et enfin, quand on coupe le gaz avec de l'hydrogène, ça rend le gaz beaucoup plus décarboné. Il me semble qu'en mettant 10% d'hydrogène dans du gaz fossile, on diminue notablement l'empreinte carbone. Est-ce que vous pouvez me répondre à ces 2 questions? Merci beaucoup. Disons, la deuxième, en fait, on parlait tout à l'heure que l'hydrogène serait livré, on fournirait les industriels plutôt. Pour les particuliers, en fait, ce qui pourrait être fait, c'est un mélange, donc méthane, hydrogène, effectivement, qui permettrait, si c'est du méthane fossile, de diminuer, si c'est de l'hydrogène vert, bien sûr, diminuer la part carbone CO2 donc, de ce mélange-là. Ou sinon, si c'est carrément du biométhane ou du biogaz, là, du coup, ça serait idéal. Mais pour des raisons de sécurité, pour les particuliers, effectivement, ça serait un mélange méthane-hydrogène, avec une proportion d'hydrogène bien définie, qui est aux environs de 18%. Quoi. Voilà, mais si on met 18%, on gagne plus en décarbonation. Si on a 500 grammes de CO2... Oui, bien sûr. Je crois qu'on fait tomber à la moitié. Oui, si vous faites un mélange d'énergie fossile avec de l'hydrogène vert, forcément le bilan global, ça sera favorable en termes d'émissions de CO2. Il y en aura encore si c'est du fossile, mais il y en aura moins que si c'était du fossile pur, entre guillemets. Et puis pour ce qui est de l'hydrogène blanc, je dois vous dire que je n'ai pas du tout étudié la question, parce qu'en fait, c'est très récent en fait, dans les considérations liées à l'hydrogène. Et peut-être que M. Charmaison a des choses à dire, mais je sais, vous voyez, localement, où sont les gisements, s'il y en a, quelles sont les quantités, etc. Je ne peux pas vous répondre. Il y a des espoirs. Je ne sais pas si c'est en un mot ou en 2 mots, mais en fait, moi je me méfie de ces solutions miracles parce que on passe d'une solution miracle à une autre solution miracle. Donc là, il y aurait cet hydrogène peut-être sous terre qui va résoudre tous nos problèmes. On va prendre espoir, donc on peut l'espérer. Maintenant, il faut peut-être faut peut-être pas trop compter dessus non plus. Donc ça veut dire qu'il faut chercher, il faut voir si c'est exploitable, si c'est grand, donc chercher, explorer, oui. Mais après, il y a à nouveau, on est face à un problème qui n'est pas compliqué, on est face à un problème extrêmement complexe. Donc la solution, il n'y a pas une solution. L'hydrogène, il fait pas pchit, mais c'est pas la solution. Ça fait partie du panel. Il faut vraiment aller tous azimuts, de la sobriété à l'efficacité énergétique, en passant par les renouvelables, le nucléaire, l'hydrogène. Enfin, c'est vraiment un panel. Et je précise, c'est pour cette raison qu'on n'en a pas parlé d'hydrogène blanc. On en a discuté avant et on s'est dit,
bon, on n'a rien à dire encore de bien solide et de bien étayé. Donc ce sera peut-être l'occasion l'an prochain ou l'édition suivante encore du Saclay Summit. Merci beaucoup à tous les trois. On a le temps encore pour une question. 10 secondes. Allez-y, 10 secondes. Vous pouvez vous lever, oui, s'il vous plaît. Si. C'est une question de béotien, mais on est dans un environnement un peu grand public. On parle beaucoup de rendement d'électrolyseurs, haute température, basse température. Est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu ce qu'on entend par rendement? Est-ce qu'on parle de rendement chimique, énergétique? Enfin voilà, à quel niveau d'utilisation de l'énergie, de l'hydrogène en tant qu'énergie on parle? De quoi parle-t-on exactement? Merci. C'est un peu la difficulté en fait. Si on fait les bilans, en reprenant le terme du pétrole du puits à la roue, si on oublie certaines étapes entre-temps, le bilan peut être plus ou moins positif. Donc si on prend les électrolyseurs en tant que tels, le bilan il pourrait être très bon. Ça pourrait approcher des valeurs de 90%. Voyez. Mais par contre, si on considère un peu tout, c'est-à-dire l'énergie mise en jeu pour fabriquer l'électrolyseur, pour les matériaux qui constituent les électrodes, les électrolytes, donc si c'est des électrolytes liquides ou solides, si on prend en compte de tout, le bilan il sera forcément moins bon. Vous parlez d'un bilan énergétique, hein? Oui. L'énergie chimique de l'hydrogène par rapport à l'électricité consommée. Oui. Et en réalité, les choses peuvent être, en fonction de la manière dont les choses sont présentées. Vous avez des gens, vous voyez, par exemple pour l'électricité éolienne, moi je suis tombé sur des gens qui considèrent que le bilan est très 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 bon, parce qu'en fait ils négligent tout ce qui concerne la construction, l'usinage, l'aspect métallurgique de l'éolienne en fait. Et puis après, il y a aussi un point important, et ça on n'en tient pas souvent compte, c'est tout ce qui concerne le recyclage. C'est-à-dire une fois que votre éolienne elle n'est plus en état de fonctionner, qu'est-ce qu'on fait et pour toutes les technologies, ça sera pareil pour les électrolyseurs, c'est pareil pour les piles à combustible. Cette partie-là, souvent, elle n'est pas très traitée, pas très prise en compte. Mais c'est un peu pareil pour l'énergie nucléaire aussi. Rendez-vous en 2025 pour la 2e édition, alors, pour aborder Merci tout ça beaucoup. et l'hydrogène blanc. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.